Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots, ou même Entre Srab. Interpote. Ou Interpote, et là, vous ferez petit teaser. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes. Martin et Charles, je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles et je suis ton pote. Charles, comment ça va? Est-ce que j'ai le droit de répondre autre chose que ça va en fait? Je pense pas en fait, c'est une question rhétorique que tu me poses à chaque fois en début d'épisode, avant ensuite de m'enchaîner avec un fait absolument absurde. Mais je vais quand même dire, ça va super Martin, et toi? Ok, merci. Comment ça va Martin? D'ailleurs personne ne te pose jamais la question. Je te remercie de la poser, ça va très bien, j'ai passé une nuit dans ton logis. Et tout à fait. Et j'ai fort bien dormi, ma foi. Ah bah ça... C'est marrant parce que c'est une nuit où je n'ai pas rêvé. Ça arrive, ouais. Mais alors, tu sais, c'est marrant parce que je me suis réveillé droit comme un i. De la même façon que je m'étais endormi. Donc en fait, c'est comme si j'avais fermé les yeux, pouf, pause, et pouf. Tu t'es téléporté au matin. Oui, c'est ça, exactement, une téléportation. Mais plutôt que de parler de sommeil, Charles, est-ce que tu peux me dire en quelle année a eu lieu la dernière exécution française à la guillotine? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que tu peux essayer de deviner à peu près la décennie? La guillotine. À la guillotine, monsieur. Donc abolition de la peine de mort, années 80. Mitterrand. Ouais. Mais alors, j'ai aucune idée de quel était le mode d'exécution en fait jusque-là. Donc je sais pas quand est-ce qu'on a gardé la guillotine longtemps. Oui, on a gardé la guillotine longtemps. 1900, on va dire 1950 quelque chose. Non, 77. Ah ouais. Et okay. Oui, elle devait être rouillée à ce moment-là. Hélas, 3 fois hélas. Du sang des ennemis de la République. On est à Paris en ce moment, on s'est pas mal baladé, on a pas mal marché, on a... on n'a pas fait de l'urbex non plus. Non. Non, on est comme on est dans le centre, on a tourné un peu autour du. C'est vrai qu'on a un peu tourné. Mais on n'a pas. Puis c'était une petite baladounette. Ça, j'appelle pas ça une grande balade, quoi. Je parle pas de ce matin, je te parle depuis j'ai mis le pied en sol parisien. Ouais, un peu hier midi, mais on aurait pu en profiter pour errer un peu plus. Typiquement, on aurait pu venir à pied, ça aurait été cool, ça, de descendre. Mais ça nous prenait un peu de temps quand même. Ouais. 1 heure, tu dis? Ah, facile. Après 1 heure de marche. Après, Paris n'est pas si grand en circonférence, donc 1 heure, on peut traverser Paris. Ouais. Ça se fait, c'est juste qu'on a pris on avait quelques obligations ce matin, rapides, et on n'est pas parti si tôt, et puis après on s'est posé plutôt à l'arrivée, donc voilà. On est à la cool. Attends, il faut que ça reste un plaisir. C'est un équilibre un peu... C'est un équilibre un peu particulier entre potes parce que, mine de rien, quand le micro est allumé, sans dire qu'on fait attention à ce qu'on dit, on est quand même dans un moment où on n'est plus qu'entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le podcast étant ce qu'il est, le micro est souvent allumé quand on se croise parce qu'il faut qu'on produise. Ouais. Et du coup, est-ce que j'ai une réflexion qui me vient, tu me dis si je me trompe, je me dis que sans Entre Potes, je serais sûrement pas là à cette date-là. Alors évidemment pas à cet endroit-là, mais peut-être pas en ta compagnie. C'est vrai. Et par ailleurs, sans Entre Potes, on aurait peut-être d'autres moments plus libérés de. Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais en fait, il faut rendre à Entre Potes ce qui appartient à Entre Potes. Non, mais c'était clairement le projet depuis le départ. C'est que après, puisque vous l'avez compris, on a eu du mal à se retrouver. Je pense que vraiment sans ce projet on n'aurait pas fait l'effort encore de repasser beaucoup de temps ensemble, et maintenant qu'on l'a refait, alors là c'est là où il va falloir pas retomber dans le piège. Maintenant qu'on l'a refait, on a quand même la volonté qu'Entre Potes continue, mais soit Entre Potes continue longtemps et ça restera, je pense, le fil rouge de notre réunion, et si jamais c'est plus le cas, en tout cas Entre Potes aurait été l'occasion de nous remettre sur les mêmes rails. Mais je pense que sans le faire avant, on n'aurait pas passé autant de temps. Voilà. On aurait pu passer quasiment une année complètement 2023 avant de s'envoyer 2 messages sur LinkedIn ou sur Messenger en disant ça serait cool qu'on se revoie quand même. Ah oui, t'as raison. Point.
Ouais, tout à fait. Ouais. Puis un mois et demi plus tard, bon alors on essaye de se caler un truc. Ouais, et cet été, cet été c'est chaud. Ok. Voilà, ça aurait donné. L'été sera chaud dans les t-shirts et dans les maillots. Exactement. En parlant de chaleur dans les maillots, ouais. Je t'ai fait découvrir ce matin une anecdote incroyable qui me vient du Floodcast, ouais. Le premier podcast de France dans la catégorie humour et divertissement, que vous connaissez très certainement, amis auditeurs et auditrices, pour te faire découvrir que Pikachu avait un prénom. Ah oui. Quelle fut pas ta surprise? Quel fut mon ravissement? Ton ravissement de découvrir que le Pikachu s'appelle en réalité Jean-Luc. Voilà. Jean-Luc Pikachu, donc c'est JLP. Après JLM, on a le fameux JLP. Ouais. Et j'adore. Ça t'a ravi? Mythe Jean-Luc Pikachu. Ouais, cette page est extraordinaire. Ouais. Donc, mais bon, on va pas voler cette anecdote. Voilà. On l'a déjà fait. Voilà. C'est hélas déjà fait, mais on n'en prendra pas plus de temps que ça. Ouais. Un entre-potes n'est pas un vrai entre-pote sans jeu. Sans un petit jeu, ouais. Évidemment, donc je te propose immédiatement de partir Et sur... c'est parti. El Pequeño Juego. Le divertissement. C'est parti. Charles. Oui. Mon beau. Bel homme. Dis Charles. Est-ce que ça t'a plu la dernière fois que nous avons fait un test ridicule? Oui. Pour sélectionner donc notre âme sœur chez les BTS. Notre bias. Notre bias. Non, justement, le but du test c'était de trouver quelle était notre vraie âme sœur, contrairement à celui qu'on pouvait penser qui était notre bias. Ouais. J'avais parcouru les chemins, les internets mondiaux, les chemins, et creusé ce que j'appellerais une distance. Ouais. Voilà. C'est creuser la distance? Non, on a je sais plus. Parcourir le chemin, on a. Je sais plus. À fact-checker. Dis Siri. Quelles sont les paroles de la chanson la plus connue de Kyo? La dernière danse, il a trouvé. Alors j'étais en train de dire mon. On a tenu la distance, non? On a tenu. Alors hop. On a parcouru. J'accepte évidemment l'immensité des cookies qui me sont proposés. On a. Je ne la vois pas cette phrase. Mais d'ailleurs, non, parce que le dernier danse, c'est pas la même chanson. Ah. on est vraiment. Ça, c'est je veux jure une dernière danse. Oui. Dans le je sais pas quoi, avant l'ombre et l'indifférence, quelques notes puis le silence. Un vestige. Un vertige puis le silence. Serbitrov. Je fais juste une dernière danse. Okay, donc tenue, ça me semble pas mal. Donc j'ai parcouru les internets mondiaux. Et donc j'ai trouvé le dernier test que nous avions fait. J'en ai trouvé un autre. Ouais. Clairement également rédigé par un enfant. Autant on était à mon avis sur un adolescent ou une adolescente pour le précédent. Là on est clairement sur un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu que je lise alors il n'y aura qu'un titre, mais tu peux lire le titre. Êtes-vous un chat ou un chien? Êtes-vous un chat ou un chien? Et il marque quoi? Spécial spécial survivant et LGDC. Alors je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, j'avais pas fait attention à la parenthèse. Ah bah, il est toujours important. Ouais, t'as raison. Spécial survivant avec une majuscule, donc c'est peut-être important. Et LGDC. Est-ce que tu peux checker immédiatement ce que c'est que LGDC? En tout cas, on va savoir si on est un chat ou un chien. Et moi, ça m'intéresse. Et t'as un... il y a beaucoup de questions, mais elles sont très courtes à chaque fois. Ok. C'est un... Alors c'est peut-être un forum. J'ai pas fait attention. La Guerre des clans est une série littéraire. Nanana, et apparemment, c'est effectivement, ça parle de chat et de chien. Ah bon? Ouais. Ah ok, d'accord. Ah bah écoute, bon. Histoire. Raconte les aventures de chats sauvages répartis en plusieurs clans. Ah bah ok, d'accord. Ah bah écoute, donc il y a effectivement un contexte. Je l'ignorais et j'ai pas fait attention sur le site sur lequel. Mais en tout cas, je trouve ça sympa de découvrir que Internet permet encore de créer des trucs un peu nuls comme ça. Tu sais, ça me rappelle les forums de discussion, les générateurs de trucs un peu nuls. Pas nécessairement les skyblogs, effectivement, mais on pourra en parler. Est-ce que tu es prêt à démarrer ce test pour savoir si tu es un chat ou un chien? Ouais, est-ce que déjà tu pourrais faire un diagnostic? Toi, si tu projettes ton bias, qu'est-ce que serait ton bias? Ah, hélas, j'aimerais être un chat, mais je crois que je serais désigné comme chien. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que je serais un jeune chiot foufou. Ouais. Mais moi, je pense que je serais simplement, hélas, un vieux chien fidèle. Hélas. Hélas, 3 fois hélas. Mais tu vas voir, ce qui m'a fait rire,
Enfin, je l'ai très peu parcouru, mais les questions sont très courtes. Et elles sont orientées. très éloignées du but, je trouve. Enfin, non. Allez, allons-y. Trêve de plaisanterie. Et je vais à chaque fois te lire les questions avec les fautes de français qui les accompagnent, d'accord ? Si vous prenez un animal de compagnie, ce serait lequel ? A, gros, B, petit. Petit. Moi, je dirais gros, tiens. Non, t'inquiète, je vais faire un carré sur Charles et un rond sur moi. Quelle déclaration vous convient le mieux ? Je suis une personne timide ou je suis un leader ? Je vais très... Je suis un leader. Ouais, bah, je vais hélas choisir la même. C'est très peu humble, mais voilà. Choisissez une couleur. Orange, bleu. Le orange. Le bleu. Oh. Qu'est-ce que tu préfères ? A, viande, B, poisson. Viande. Poisson pour moi. Tu orientes tes choix pour être un chat, je te le vois venir. Non, pas du tout. Avec des amis, vous êtes très gai et énergique ou calme et détendu ? Très gai et énergique. Calme et détendu. Aimez-vous les vacances ? Oui, très ou pas vraiment ? Oui, très. Bah évidemment, moi aussi, oui, très. Comment vous comportez-vous à la maison dans la vie de tous les jours ? A. Tranquillement et imperceptiblement. B. J'aime communiquer, chanter fort et jouer. Je crois. Attends, mais tu l'as fait pour moi en fait ce test, c'est ça ? Bon, moi c'est clairement j'aime communiquer, chanter fort et jouer. C'est exactement 3 choses que je fais dans la vie en permanence. Allez, let's go. Je vais dire tranquillement, imperceptiblement. On parle quand même de quelqu'un dont je préférais, c'est quand même le Florent Panini. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ce test est fait pour toi. Quel genre de personne n'aimez-vous pas ? A. Secret et froid. B. Toujours parler. Je t'ai dit que je les lisais comme elles étaient rédigées. Moi, secret et froid, effectivement. D'accord. Toujours. Je mets toujours parler pour voilà. Pour dire que je réponds. Qu'est-ce que tu préfères ? A. Café. B. Thé. Ah mince. Ah, je sais pas. Donc je réponds évidemment le café. C'est vrai. Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis vraiment dans une égalité parfaite de... Très bien, je vais passer au résultat. Si. Donc tu comptes une majorité, toi, de B. Ouais. Je vérifie. Oui, très clairement, ça se dégage sur le B. Tu es donc un chat. Tu es un chat. Quant à moi, est-ce que je vais décevoir mes auditeurs fidèles ? J'ai une majorité de A. Hélas, j'ai une très grande majorité de A. Tu es donc un yinche. Maintenant, si tu as plus de A, tu es un chien. Tu es chien. Je suis chien. Je suis chien. Gros chien. Charlie Charlot, le roi du lavabo. Ouais. Je te propose de passer au tronc central de cette émission immédiatement. C'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Charlie Charlot, le roi du lavabo, on s'est dit qu'on commençait l'année 2024. Bonne année à toi, bonne année à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. C'est un peu particulier de le dire puisque nous ne sommes pas encore en 2024 à l'heure où on enregistre. Donc on anticipe tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Mais on vous les présente. On s'est dit qu'on allait commencer l'année... comme on l'a terminé, c'est-à-dire sur un sujet un peu plus léger que ceux qu'on sélectionne d'habitude. Ouais. Et qu'on allait partir sur... Alors, je sais pas si c'est un incontournable de la radio. Je l'entends beaucoup et j'ai tendance à le penser, mais en même temps, je n'ai pas en tête de podcast qui l'aurait déjà fait ou je n'ai pas entendu de podcast qui serait parti sur le célèbre questionnaire de Proust. Ouais. Voilà. On le présente comme un incontournable, mais je n'ai pas d'exemple en tête d'émissions cultes qui l'aurait repris. Et je te propose de le faire, d'en prendre au moins quelques questions et d'essayer d'y répondre tous les deux, chacun notre tour, de façon collégiale. Eh ben c'est parti. Ça te dit ? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un questionnaire plutôt original qui commence, donc j'espère avoir sélectionné l'officiel, l'officiel questionnaire de Proust, c'est pas une réécriture. Déjà, pourquoi de Proust ? Il est vraiment de... Alors, le titre que j'ai donné à mon document Word s'appelle évidemment le questionnaire de Proust. Je m'étais posé la question de reformuler chacune des questions, mais hélas, 3 fois hélas, je n'ai reformulé que le titre.
Le questionnaire que j'ai sélectionné commence par la vertu que j'estime le plus. Est-ce que tu sais répondre à cette question-là ? Je crois que, si je peux me permettre de prendre la parole pour répondre, je ne sais pas si la question arrivera plus tard, mais la vertu que je regrette le plus quand elle n'est pas chez quelqu'un, et donc quelque part c'est son antonyme que j'estime, mais je ne l'ai pas là, c'est la lâcheté. Et donc, parce que l'honnêteté n'est pas l'antonyme qui y convient. À titre personnel, quelqu'un qui... Alors, l'intégrité, c'est toi, du coup ? Peut-être l'intégrité, ouais. Est-ce que tu peux... Alors, je vais définir ce qui me... Ce que j'essaye de dire... la chose que le concept que j'essaie de définir par son contraire, c'est quand quelqu'un n'assume pas la responsabilité de quelque chose dont il pourrait prendre la responsabilité justement et s'en dégage de façon un peu lâche. Ça, c'est un comportement, alors il paraît qu'il est très spécifique, on est proche du nain d'un jardin à brouette, mais ça c'est quelque chose qui vraiment est clairement un red flag pour moi. Et dans l'éducation que je donne à mes enfants, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne pardonne pas. Et ça, mes enfants le savent. Donc c'est le fait d'assumer ou de... Alors, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on n'assume pas quelque chose dont au moins une part de responsabilité peut nous incomber. D'accord, ok. Voilà. Okay. Parce que, à titre personnel, j'évite le réflexe de prendre plus de responsabilité sur quelque chose qui peut être problématique ou à justifier. J'ai plus pour réflexe de prendre une plus grande responsabilité que celle qui m'incomberait véritablement et de ne pas rejeter quoi que ce soit sur les autres en disant c'est pas grave, je le prends sur moi, j'assume et je vais m'en expliquer, que l'inverse. Et donc quand je vois quelqu'un qui au contraire ne prend même pas sa part de responsabilité légitime, donc effectivement ça a peut-être à voir avec l'intégrité, t'as raison. Là c'est quelque chose qui m'horripile. Donc je vais répondre l'intégrité pour cette raison-là. Et moi ça va être alors j'ai pas le terme, mais il y a fortement un adjectif puisque la langue française est tirée, j'ai un adjectif. Moi ça va être quelque chose à peu près dans le même registre, mais moi ça va être sur la capacité, sur le doute, je veux dire. Moi ce que j'estime le plus c'est la capacité de douter et la remise en question. La remise en question, ouais. L'humilité, non ? Alors c'est pas l'humilité, attention, parce que je peux être quelqu'un avec beaucoup d'aplomb. Vraiment, mais par contre, je serai jamais de mauvaise foi, c'est-à-dire que quand même on me prouve une erreur ou tout ça, je vais dire ah oui, ok, non c'est faux, je me suis trompé, et il y a vraiment rien que je supporte pas, il y a une forme, vraiment, l'incapacité à se remettre en question ou l'aplomb. L'honnêteté intellectuelle ? Ouais, une forme d'honnêteté intellectuelle et de justesse intellectuelle. Et vraiment je crois que c'est pareil, moi je suis toujours capable même quand il y a des choses qui me plaisent pas ou tout ça, d'essayer de les entendre, d'en débattre, quand bien même ça peut me déranger un petit peu, et les œillères intellectuelles, moi c'est vraiment quelque chose qui me fige, quoi. Ouais, d'accord, ok, red flag. Ouais, vraiment red flag. Et entre parenthèses, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que certaines figures très performantes, politiquement ou entrepreneurialement, sont en fait arrivent à leur niveau parce qu'il y a une absence de doute qui leur a permis de performer. D'accord. Et en soi, leur performance est remarquable, mais le fait que cette performance soit basée sur une absence totale de doute me crispe en fait. Il y a quelque chose que j'ai entendu de la part d'un avocat en droit public avec qui je faisais une réunion de travail auprès d'un client, enfin qui était à mes côtés pour une réunion de travail. Quelque chose qu'il m'a dit en sortant de réunion qui m'a marqué à tout jamais et qui va, je pense que tu vas pouvoir rebondir là-dessus pour éventuellement développer ton idée. C'est qu'on est sorti de la réunion et il me dit il faudra quand même que je vérifie là ce que je disais pour le L124-2. Je lui dis ah ouais, mais parce que quand tu l'as expliqué aux élus, c'était limpide, t'avais vraiment l'air sûr. Il dit ah ouais non mais attends, le métier d'avocat c'est avant tout d'avancer des choses en ayant sûr de soi. On n'est jamais, mais on connaît pas le code par cœur, on n'est jamais sûr de soi. Et j'ai vraiment eu un apax professionnel à ce moment-là en me disant oh, ah ouais d'accord. Même les avocats de ce gabarit-là, parce que le mec était solide. Ouais, était vraiment solide et a très bonne réputation dans le domaine dans lequel.
me livrer ce que j'ai pris comme un secret de fabrication, tu vois, qui m'a marqué. Parce que je n'avais pas envisagé cette coulisse-là. Et ouais, mais c'est un peu le truc de fake it till you make it, du milieu de l'entreprise au sens large. C'est que, mais j'ai l'impression que c'est le credo qui pousse le monde, quasiment l'intégralité du monde professionnel. Et t'as ceux qui arrivent à se mettre dans cet état d'esprit de, en gros, le doute ne doit pas exister dans le monde professionnel, sauf quand on te l'impose, quoi. Ouais. Mais à la fois, je suis assez déçu de ça. Je suis assez déçu de ça, de ce qu'il a pu me dire à ce moment-là, parce que sans dire que c'est un aveu de faiblesse ou un aveu de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, voilà. Effectivement, je considère que c'était finalement un peu du cinoche, spécifiquement sur ce moment-là. Autant les professionnels, parce que là je parle dans la sphère pro, mais après ça peut s'appliquer à d'autres choses, qui savent rhétoriquement revenir vers le même client en disant écoutez, j'ai vérifié, et finalement, parce qu'au cas où l'information qu'il a donnée avec un aplomb incroyable n'était pas la bonne, il faut savoir rhétoriquement revenir vers la personne et pas avoir l'air, et pas passer pour un con. Et ça, je trouve que savoir faire ça, savoir cuire, savoir faire ça, c'est beau rhétoriquement. Alors, tu vois ce que je veux dire ? C'est toute ma posture, mais justement, je trouve que c'est pas ce qui est mis en avant. Savoir dire à ce moment-là, savoir cuire. À ce moment-là, savoir, justement, c'est ça que j'attends, de dire en fait on pensait ça, mais en fait non, à la réflexion et après contrôle, là, donc on va plutôt être capable de se remettre, voilà, c'est la remise en question, être capable de dire là finalement ça va pas pouvoir marcher comme ça, alors qu'on en était quasiment persuadé. Ça doit pas t'empêcher d'avoir de l'aplomb ou de tester quelque chose, mais si ça marche pas. Et c'est ça que moi dont j'ai besoin, c'est l'absence de mauvaise foi. Voilà. La qualité que tu préfères chez les autres. Donc, bon, ça va être très simple, et ça va tenir en un mot, c'est la gentillesse. Mais ça résulte de réflexions assez intenses depuis que je suis petit, pour me rendre compte, il n'y a pas si longtemps, enfin je veux dire dans les années qui précèdent, que finalement ça se résume en un mot, c'est la gentillesse. J'attends que ça, moi. Je suis complètement aligné avec toi. Moi j'aurais dit la douceur, mais sur cet aspect-là. Et effectivement, un peu c'est ça, la douceur, et pas du tout... Moi je peux tout pardonner à quelqu'un qui est gentil, en fait. Ouais. Et par ça, douceur et gentil, j'entends, dont je sens, ou je suis convaincu qu'in fine, quand bien même il y a une erreur, il n'y avait pas une volonté de nuire. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est important pour moi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Qui n'essayait pas de nuire. Sans arrière... Oui, enfin, sans parler d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Qui n'a aucun agenda. Qui essaie pas de... Alors, nuire, le terme est fort, mais qui essaie pas de faire quelque chose aux dépens de quelqu'un d'autre. Parfois, il a pu, par effet, créer du tort, machin. Et généralement, là, ce que j'attends, c'est... sans se répandre en excuses, c'est... en fait... Je pensais faire ça, je savais pas, voilà, désolé. Et réparer comme il peut ou pas, sans non plus... Mais en tout cas, si je pressens une gentillesse, une douceur, une absence de volonté de nuire, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu entendre de la part de ma mère, qui le disait vraiment dans la plus grande simplicité possible, de dire c'est un gentil. De dire c'est un gentil, lui c'est un gentil. Et quand elle disait ça, en fait, ça voulait dire que c'est quelqu'un on me l'a dit beaucoup, avec qui on peut traîner. On me l'a dit beaucoup à moi. Et pendant longtemps, dans le rôle, je prenais pas ça pour quelque chose de positif, quoi. Parce qu'il fallait, tu vois, il y a la fascination du mec, le trop bon trop con. Ouais. Déjà il y a trop bon trop con, il y a la pauvre poire, quoi, tu vois, genre, et même dans le registre de la séduction et de tout ça, c'est Mais alors, est-ce que c'était pas une chose qui est vraie jadis, et aujourd'hui est-ce qu'il n'y aurait pas une réhabilitation du gentil? En fait, je pense que ça n'a jamais été le cas. Je pense que tous les modèles sont souvent... encore une fois, les modèles de performance, les modèles de compétitivité sont basés sur le fait que tu nuis aux autres et que tu sors de là, que ce soit dans la sphère du social, professionnel, et même
ça, surtout là dans les sujets qui m'intéressent, dans les sujets de séduction, tu écrases tes concurrents et toi tu te hisses en avant. Ouais. Et même tu nuis aussi à tes partenaires parce que tu dois dominer ton partenaire en la mettant en insécurité. Voilà. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais prétendu, j'ai jamais vraiment apprécié jouer ce jeu-là. Et du coup, et pendant longtemps, je me considérais comme pas apte, quoi, pas compétitif. Avant que je réalise rapidement qu'en fait, si, en fait, tu peux être apprécié pour ta gentillesse, entre guillemets. Alors, tout n'est pas bisounours, mais en fait, c'est ça, ta gentillesse. Et tu aimes les gens gentils. Et moi, rapidement, je me suis dit, mais en fait, pareil, moi, j'aime la gentillesse, la douceur. Moi, je mets le mot douceur une fois. Ouais, d'accord, je l'entends. Je voulais juste préciser à quel point elle est rare, cette gentillesse. En fait, c'est une qualité qui est extrêmement rare, je trouve. Tu trouves ? Ouais. Moi, les gens gentils, au sens où ma mère le disait, c'est un gentil. Dans mon entourage habituel, les doigts de la main suffiraient à les compter. Ouais. Parce que alors, je mets aussi beaucoup d'ambition dans le titre de gentil que je décerne, que j'ai l'honneur de décerner quelques rares élus. Mais oui, c'est de mon point de vue, c'est extrêmement rare. Tu vois, par exemple, ce qui est marrant, c'est que pour ma compagne aussi, c'est quelque chose c'est le plus important. Oui. Sous une autre forme, elle, de gentillesse, d'ouverture, de générosité, mais c'est ça le plus important. Alors, je sais pas si on peut le dire, on coupera si tu veux, mais hier, je me suis amusé à demander à ton fils quelle est je vais poser cette question-là. Quelle est la qualité qui te définit ? Je sais plus comment je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'on dit de toi ? Je crois que j'ai dit ça. On dit que tu es, et il m'a dit gentil. Ouais, on lui a dit tous les deux, on lui a dit c'est bien. Ouais, et pareil, ça c'est quelque chose dont je suis très fier, de voir que mon fils il est doux avec les autres. Et d'ailleurs, je l'ai vu déjà un peu blessé par des comportements pas forcément, mais qui sont un peu plus égoïstes, un peu plus. Et déjà, je me disais, et moi je suis fier, j'espère qu'il va rester gentil et que ce monde ne va pas le forcer à ne pas l'être. Après, il nous a dit, je suis également radicalisé. C'est là où j'ai pas trop tout compris. Mais... C'est un mensonge, bien sûr. Ouais. Mais oui, non, tu peux en être fier parce que c'est. Et c'est quelque chose que c'est chouette d'entendre ça. C'est quelque chose que tu cultives. Et j'essaierai toute ma vie de cultiver ça et de le protéger du sentiment de dire il faut pas être gentil. En fait, être gentil, c'est se faire baiser, tu vois. Genre, ouais. Comme on a pu se le dire, hélas, 3 fois hélas, dans nos vies à nous. Moi, c'est des choses que j'ai pu me dire. Ouais, et ben tu sais, j'ai eu une rupture du coup assez brutale, qui m'a fait beaucoup de mal il y a un paquet d'années avant de rencontrer ma compagne. Et à ce moment-là, c'est vrai que je mets souvent les histoires sur le plan des histoires sentimentales, mais c'est des sujets qui sont importants pour moi. Et j'ai cru à un moment que je dis c'est terminé maintenant. Je suis un connard. Je suis un connard. Ah ouais. Ça a pas tenu 2 secondes. Parce que je suis malheureusement incapable d'être un connard et je suis hélas, 3 fois hélas, comme dirait l'autre. Il faudra les couper parce que tu l'as un peu trop utilisé cet épisode. Mais je suis hélas gentil. Je ne serai jamais le bad boy. Ouais, voilà, tu vois, genre. Mais en fait, j'aime bien être gentil. Et parce que je pense aussi, il y a aussi le fait de... Une moment où tu as ce fantasme-là du bad boy, effectivement, c'est quand tu commences à t'intéresser aux filles, pour ceux qui aiment les filles. Je pense où c'est cette idée qui commence à émerger, en disant les gentils n'ont pas... C'est pour ça que je te parlais de réhabilitation du gentil. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a peut-être plus tendance à mettre en valeur les gentils et les doux, quelque part, parce que là, je reprends à mon compte ce que tu disais, que quand nous on était ados, ou alors on regarde pas. Mais il y a aussi l'âge, c'est-à-dire que jeune avec moins de recul, le modèle de virilité le plus toxique et le plus dominant et le plus érotisé, et que c'est par l'expérience. Et je pense aussi de l'expérience des. Alors là, on va rester dans les couples hétéros, mais je pense qu'après avoir subi des formes de violence psychique ou morale ou physique de la part de personnes moins gentilles, on se rend compte que en fait, il peut y avoir de l'amour et de l'érotisme sans violence et sans. Mais est-ce que t'as pas l'impression que c'est plus facile à mettre en avant aujourd'hui que ça ne l'était hier? Je sais pas, il faudrait se mettre à la place d'un ado. J'ai
18 ans Ouais, ou c'est ça, 17 ans d'accord. aujourd'hui. Et en fait, petit aparté de ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a un fantasme. Parce que, comme je te dis, je m'intéresse beaucoup au sujet les sentiments, les relations hommes-femmes, la sexualité. Et dans tous ces sujets, je trouve qu'on a beaucoup d'espoir sur la jeune génération. On se dit, ça va mieux. Alors que j'ai l'impression, je crains que ce soit une espèce d'illusion, au sens de on veut voir ce qu'on a envie de voir. Et il y a peut-être des choses qui sont améliorées et des choses qui sont dites maintenant qui ne le sont pas, sur le genre, sur la toxicité masculine, et du coup ça permet d'avancer. Mais il ne faut pas croire qu'en 10 ans, qu'en 20 ans, on a réussi à nous sortir de tous les pièges émotionnels et des modèles de relations qui nous ont... Tout n'est pas résolu. Ouais. Et vraiment, il y a un truc marrant de croire que il faudrait Non, en fait, mais en tout cas, j'aimerais le mesurer. À quel point les jeunes de 16 ans d'aujourd'hui sont apaisés avec leur sexualité, décomplexés. Toutes les questions de genre, de sexualité, d'expression, de sentiments, c'est complètement déconstruit et ils vont aller vers une espèce de nirvana sentimental et sexuel. Ouais. Ça, c'est que je suis pas sûr, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont basées sur le fait de gagner de la thune et fucker les autres, quoi. À mon avis, on a brûlé un peu le sujet par les deux bouts, parce que d'un côté, t'as raison, on entend que ça se décomplexe de plus en plus et ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, etc. Et de l'autre côté, on entend que le harcèlement, notamment en ligne, n'a jamais été aussi violent pour les ados ou les jeunes. Le rapport au corps et à l'image est super important. Le suicide chez les ados atteint des sommets pour ces raisons-là. Et donc en fait, est-ce que t'as raison, c'est pas un apaisement du tout, c'est plutôt un décalage, un shift de modèle vers un autre. Peut-être. Je sais pas, hein. Vraiment là je suis. Mais par contre, ce qui m'interroge toujours, c'est que dès que je parle sur ces sujets, surtout, alors moi c'est vraiment sexualité, épanouissement dans sa sexualité, genre entre trentenaires, voire même quadras. On dit il y a plein de frustrations que j'ai vécues toute mon adolescence, mais heureusement maintenant c'est quasiment c'est résolu, quoi. Et moi je suis pas sûr, je pense que il y a des choses, il y a peut-être un peu plus d'outils pour plus de clés pour aller vers quelque chose de plus doux, mais je pense qu'il y a encore plein de, je veux dire, le porn le porn n'est pas aboli, et je dis pas que le porn doit être aboli, mais je pense que l'expression de la sensualité et de la sexualité chez les jeunes, c'est toujours un sujet compliqué, quoi. Question suivante. Ouais, vas-y. On en fera encore une ou deux, mais je pense que de toute façon ça tiendra pas sur un épisode. Le questionnaire de Proust comporte 35 questions. Ah oui, c'est énorme. En tout. Donc ce sera au moins 2 épisodes. Peut-être pas à suivre, parce que sinon ça ferait trop. Mais voilà. Let's go. La question numéro 3, c'est mon trait de personnalité le plus révélateur. Ça tourne souvent quand même autour c'est pas la couleur de tes sous-vêtements préférés, quoi, les questions. Alors, mon trait de personnalité. On le regrette, mais donc là c'est toi. Oui, oui, c'est ça. Mon trait de personnalité le plus révélateur. Moi je dirais c'est une forme d'intégrité, mais qui est particulière. J'ai beaucoup de mal avec le fait avec les petits mensonges, avec la filouterie. Je suis genre, s'il faut un peu négocier un truc en omettant des choses, c'est plutôt cautard. Un mensonge par omission. Non, mensonge par omission, ça peut aller, ça va. Le fait de ne pas partager de certaines informations, non. D'accord. Ça, une forme de oui, doit pas être partagé. D'accord. Ça c'est pas un problème. Non, c'est de dire, par contre, vraiment dans les yeux quelque chose de faux, quand bien même c'est quelque chose d'anodin. D'accord. Et je mets ça dans le même registre que donc les petits mensonges pour par exemple que ton dossier y passe, ou le fait de frauder, par exemple dans le métro, ou de ne pas payer son ticket, tu vois, ou le fait de... alors, j'ai une petite anecdote, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était une espèce d'énorme victoire pour moi. J'avais besoin d'une pièce en plastique très spécifique dans un magasin de bricolage. Ouais. J'y vais, c'était une pièce de toilette, tu vois.
j'y vais et je vois cette pièce, mais toute seule, tu vois, quasiment dans un bac en vrac. Et je dis, ah, mais il n'y a pas de prix, il y a machin et tout. Puis je finis par comprendre qu'en fait, elle s'est détachée. D'accord, d'un lot. D'un lot, et que le lot est complètement. Le lot est à 130 €. Non, mais et le lot est à. Le lot, enfin, le truc est plus vendable, quoi. Le lot est exposé, d'accord. mais il y a des lots complets à côté. Oui. Mais moi, j'ai besoin que de cette pièce-là. Et là, vraiment, je me suis dit, vas-y, petite pièce en plastique toute pétée. Oh là là, tu l'as mis dans la poche. Je vais la mettre dans la poche, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui est complètement contre oui, naturel chez moi. Parce que là, mais là, j'étais là, genre, attends, j'ai vraiment besoin de cette pièce. Les éditeurs auditrices sont. Plusieurs ont quitté le podcast. Non, mais non, justement, allez, tenez jusqu'au bout parce que vous allez voir. Tenez bon. Mais parce que, en fait. Il y a un truc, c'est en gros, genre, je n'arriverai jamais à obtenir cette pièce à un juste prix, tu vois, genre, enfin, tu t'avouais vaincu. Et n'importe qui te dirait, non mais vas-y, ça tu le prends, de toute façon t'as acheté d'autres choses dans le magasin, ça tu le prends, t'en as besoin, c'est important. Tant pis, le lot est éclaté, tu vois, c'est plus vendable, voilà. On est suspendu à tes lèvres. Et alors, je suis allé jusqu'à la caisse et vraiment j'ai fait un truc genre, non en fait. Ça m'énerve, enfin genre je peux pas faire ça. Ouais. Donc je suis revenu dans le rayon. Je suis allé voir un vendeur et je dis voilà, j'aimerais faire l'acquisition de cette pièce, mais il est venu voir, il a dit ah ouais et tout, et je me suis dit est-ce que vous pouvez me la vendre à un certain prix et tout. Et là, le mec a regardé. Ce que les gens peuvent faire dans les magasins en plus, ils peuvent inventer un prix ou faire une étiquette. Je savais pas trop, je crois qu'il allait m'envoyer chier, me dire non, c'est l'eau, rien et tout. Et il a fait oh là là, bon, ouais. Écoutez, je vais vous faire un prix à la volée. Ouais. Alors il a commencé à sortir sur son ordi, à pianoter un truc. Il a dit oh, vous savez quoi, allez hop, 0 €. Ok. Et il m'a sorti mon bordereau de prix. Ouais, ok, ta facture. Ma facture à 0 pour la pièce et le truc. D'accord. Et tout triomphalement, je suis passé en caisse. Tic, avec ma pièce à 0 €. J'avais mon bon. J'aurais dû le garder d'ailleurs, ce truc. Et en fait, j'étais heureux parce que. Oui, parce que d'accord. C'était réglo. Je voulais vivre dans un monde où une action réglo comme ça peut être récompensée. Oui. Mais malheureusement. Non, mais tu voulais surtout vivre dans un monde où le vendeur que tu as mobilisé et qui a eu une attitude. Que tu souhaitais, enfin qui a eu l'attitude que tu souhaitais, que ce genre de personne soit cloné. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en agissant comme ça, je participe à contribuer à ce que cette forme de... En fait, c'est d'accord, j'ai parfaitement compris ce que tu veux dire. Et en fait, c'est quelque chose d'assez égoïste finalement, parce que c'est pas tant je veux qu'il y ait de l'intégrité sur Terre, c'est que tu veux t'endormir paisiblement, je trouve sans avoir le remords d'avoir volé une pièce. Oui, puis, en fait, ça m'énerve quand je dois faire un effort de facticité quand je pourrais être transparent. Tu vois, il y a plein de sujets sur lesquels je me dis non mais je vois pas pourquoi je dois mentir ou enrober cette vérité. La réalité c'est ça. Est-ce qu'on peut Et en fait souvent ma épouse me dit mais non mais t'emmerdes pas, tu dis juste ça va marcher, mais ça m'emmerde de me dire pourquoi je peux pas juste exprimer ce que je ressens ou la réalité telle qu'elle est. Ça va forcément me causer du tort, tu vois. D'accord. Et donc il y a ce côté-là d'avoir du mal à mentir, d'avoir du mal à travestir la réalité. Est-ce que ton épouse écoute le podcast ? Tu sais pas ? Peut-être. Si. Donc elle entendra Bah ouais, mais elle se reconnaîtra à fond. Et ça l'exaspère parfois que je puisse pas juste... Mais non, mais tu enrobes le truc et c'est terminé. Quoi. Genre, moi, ça m'énerve. Je dis non, je vois pas pour... Je veux pas vivre dans un monde où on doit enrober. Quoi. J'ai deux choses à dire pour rebondir là-dessus. Le premier, c'est que ton anecdote m'a fait penser à un épisode des Simpsons qui doit être dans les premières saisons, le début des Simpsons, qui n'est pas exactement pareil, mais Lisa et Marge sont au supermarché et Marge goûte un raisin au rayon fruits et légumes frais. Et Lisa, qui est à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est dans les premières saisons, parce que Lisa est tout bébé. Et elle dit, mais maman... tu viens de prendre un raisin, comment tu vas faire pour le payer ? Elle dit non mais je goûte, le raisin est bon, je vais en prendre et puis je vais passer à la caisse et puis voilà. Elle dit mais tu payeras jamais celui-là ? Ah non, je l'ai goûté, ça se fait. Elle passe à la caisse et elle passe le raisin et là Marge regarde sa fille dans les yeux et elle voit sa fille a des grands yeux, elle lui jette un regard terrorisé. Et à ce moment-là, Marge soupire et elle dit à la caissière, elle dit comptez un grain de raisin supplémentaire, s'il vous plaît. Et bon, voilà, c'est pas exactement le même délire, ça m'y a fait penser. Il y a un peu de ça, ouais. Et la deuxième chose, c'est que j'ai cru que tu allais parler de ça au démarrage de ta prise de parole. Et finalement, tu l'as pas fait, mais je veux rebondir dessus. Moi, s'il y a une personne où
enfin un type de personne où dans mon monde c'est absolument interdit dans mon univers à moi, c'est absolument interdit d'avoir cette attitude-là. C'est ceux qui passent devant les autres, pas forcément physiquement, mais Ouais, vas-y. pousse-toi de là que je m'y mette ou comment dire, profite de quelque chose, d'une situation, d'une petite erreur de la personne ou quoi que ce soit pour passer devant et de façon pas réglo justement. Et ça, il y a rien qui m'énerve de plus. Alors, en démonstration, tu peux penser aux caisses de supermarché, tu peux penser à plein de petites saloperies qui généralement dans les files d'attente sont assez représentatives de cette attitude-là de moi d'abord, tu vois, et qui là, je trouve qu'il n'y a rien de plus détestable dans notre univers terrestre. Ouais, et ben c'est trop marrant que tu fais ça. Moi, il y a ça, genre l'angoisse de pas passer dans l'ordre. Oui. Alors en fait, j'aime d'autant moi ça quand c'est dû à la technologie par exemple de gestion des caisses. Si on n'est pas dans une caisse où tout le monde fait la même queue. Oui, tout à fait. Et bien après, sûr, ouais. moi ce que je préfère c'est quand tout le monde fait la même queue et que c'est distribué dans l'ordre dès qu'une queue se libère. Alors que quand on est encore à l'ancienne où en fait tu dois déjà parier sur quelle caisse sera la plus rapide et potentiellement quelqu'un qui arrive 10 minutes après toi il va passer avant parce que il a fait... Moi, je déteste ça. Pour moi, c'est une forme d'injustice. Et dans les files d'attente, j'ai le malheur, j'ai le regret de dire que mon épouse est une filoute. Aïe, là, c'est dur. Et voilà. Là, les mots sont durs. Et du coup, il y a eu des Oui, il y a eu des débats sur il ne faut pas cheater ou pas. En Amérique du Sud, paraît-il, ou alors c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet et qui est absolument faux, comme... Tu seras surpris, mais certaines choses qu'on trouve sur Internet. Non, désolé de te l'apprendre. En Amérique du Sud, j'ai cru voir que les gens font des files avec leurs tongs. Et en fait, des files d'attente. Et en fait, il n'y a que les chaussures qui font les files d'attente et qui sont poussées au fur et à mesure. Et donc, les personnes, en fait, après, s'assoient dans une... Parce tranquille. Que oui. À partir du moment où on a une file d'attente, on a quand même quelque chose qui est assez propre, qui est assez propre et puis qui est assez linéaire et assez logique en ordre de passage. Mais tu as des situations où en fait finalement il faut un peu compter qui est là, qui est avant toi, qui est après toi, pour connaître ta position dans l'ordre, mais où t'as pas de file d'attente linéaire. Et là, ça c'est une grande angoisse parce qu'en plus, quand c'est ton tour, généralement tu regardes en disant oui, je crois que c'est à moi. Tu vois, tu peux jamais t'imposer vraiment en disant. Oui, puis parfois il y a ça arrive au marché par exemple quand c'est les fruits et légumes. Je crois que c'est à moi, puis il y a quelqu'un qui va dire non, mais j'étais là avant, et toi tu sais, mais t'as l'impression que t'étais là avant. Mais encore tu vas répondre, je crois que non, je crois que j'étais là avant vous. Ça arrive dans les situations au marché où il y a moins de. Mais il y a moins de files d'attente, donc du coup. Mais bon, après c'est un. Et alors, ça c'est un sujet qui est à la fois. Mais c'était non mais en tout cas c'est assez révélateur en tout cas dans ce trait de personnalité. Je vais te mettre en situation, d'accord, une situation qui va certainement t'angoisser et te mettre très en colère, mais tu es troisième dans la file d'attente, il y a beaucoup de monde au supermarché, d'accord, il y a pas mal de gens derrière toi, et une nouvelle caisse ouvre à côté. Ouais. Tes affaires ne sont pas encore sur le tapis, mais en théorie c'est à toi de poser, c'est toi le suivant à les poser sur le tapis. Et la personne qui est derrière toi, ou 2 places derrière toi, se rue sur la caisse qui ouvre. Quelle est ta réaction ? En fait, par exemple, typiquement, là, tu viens de mettre... C'est marrant, là, moi, je peux être aussi cette personne qui s'engouffre quand je vois que quelqu'un va ouvrir une caisse. Parce qu'on est encore dans ce mode où déjà, tu dois choisir ta caisse. Et ça fait partie des règles du jeu. Et quand une nouvelle caisse ouvre, alors, here comes the new challenger, là. Et du coup, une nouvelle file se crée. Et tu as le droit de te positionner en nouveau sur cette file. Pas de régime de priorité dans le code, le temps de l'établissement. Le temps de l'établissement de cette file. Mais parce que... ouais. Bon, bref. Je sais pas. C'est une bonne remarque. Bon, là, on part vraiment en couille. Fais-nous. Alors, on s'en fait une dernière et puis après, on reportera ça à l'épisode suivant. Ouais, vas-y. Ok. La question suivante, c'est ce que j'apprécie le plus chez mes amis, mais moi j'ai déjà répondu avec la notion de gentillesse, à titre perso. Je reviens vraiment sur cette... à partir du moment où j'ai répondu à la qualité préférée chez les autres et que j'ai dit la gentillesse, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est ça aussi. Moi, il y a quelque chose finalement d'important. C'est, chez mes amis, alors il y a 2 choses. Ça préfigure notre truc sur l'amitié. Ouais. Il y a la variété des contextes dans lesquels je peux interagir avec eux. Parce que, et on discutera parce que ce sujet m'intéresse aussi, c'est pour moi l'amitié commence quand tu partages des expériences différentes avec les gens.
pas seulement tes amis de soirée, tes amis de la musique, tes amis qui finalement quand tu les vois dans un autre contexte ça marche moins bien. C'est des amis que tu as rencontrés dans un contexte, mais tu peux aussi faire des choses du quotidien avec elles, ou des vacances, ou enfin vraiment une variété de situations. Il y a ça. Et il y a autre chose qui est leur réalisme par rapport à quelque chose qui est important. C'est et là tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi je le fais et j'attends qu'ils le fassent aussi. C'est que parfois c'est une responsabilité commune et partagée du fait de voir de voir ses amis et de passer du temps avec eux. J'entends par là que sauf si vraiment cette personne m'appelle ou m'envoie des messages tous les jours et que je réponds jamais, au bout d'un moment c'est ma faute. Ça je suis d'accord. Mais par exemple, si on ne s'est pas vu depuis longtemps, ben, c'est la vie. Voilà, la vie nous éloigne à certains moments, nous rapproche à d'autres. Et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Il faut juste reprendre les choses là où on les a laissées si on ne s'est pas vu depuis longtemps, ou recommencer. C'est pas c'est plus mon ami, ou voilà. Moi, je considère qu'à partir du moment où je suis ami avec quelqu'un, il y a quand même vraiment un level up. Il y a des comportements que je peux avoir avec des amis que j'aurais pas avec des copains, parce que je suis obligé de distinguer copain, ami. Ah ouais. Tu vois, vraiment deux cercles assez distincts là-dessus. Ouais, et certains, parfois des copains basculent dans le champ ami, et là il se met en place des choses qui vont un peu rebondir sur ce que tu dis, où il va commencer à avoir du tacite. Typiquement sur Entre potes. Sur les premiers épisodes, on réécoutait tout, on réécoutait le montage beaucoup de fois, on faisait des changements, on faisait des corrections, etc. Et sur les derniers épisodes qu'on a publiés, j'avais plus de tes nouvelles la dernière semaine avant publication. Tacitement, moi ça ne m'a jamais ni posé de soucis, d'ailleurs je t'ai jamais relancé là-dessus parce que ça ne me posait aucun problème, parce que tacitement, je savais que s'il y avait eu un souci, tu me l'aurais dit, que tu devais pas avoir le temps que tu avais peut-être écouté, peut-être pas, que tu me le diras après. J'avais aucune inquiétude à ce sujet parce que j'avais confiance en confiance en la confiance qu'on pouvait se faire là-dessus, et que tacitement, je savais que s'il y avait eu un truc, tu me l'aurais dit. Tu vois, et ce tacite là, je sais pas s'il se rapproche un peu de ce que tu disais, mais je peux pas l'avoir avec tout le monde. Ok. Pour le coup, j'aimerais pas trop qu'on me reproche de pas avoir repris ou donné de nouvelles. Même avec un smiley qui. Ouais, même avec un smiley, parce qu'en fait. Je suis très basé sur en fait on n'arrive pas, il se peut aussi qu'on n'arrive plus à voir des gens parce que ça peut arriver, mais en fait moi je suis vraiment en mode l'existence est une succession d'expériences sur lesquelles on navigue comme on peut, et pas forcément comme on veut, mais comme on peut, avec plus ou moins de bonheur. Et voilà, parfois il y a des choses intenses, des fois des gens qu'on voit beaucoup, et puis d'un coup on voit moins à certains moments. Et il n'y a pas de jugement, tu vois, c'est pas genre, et si ces gens reviennent d'une façon ou d'une autre, c'est super, comme, tu vois. Mais en tout cas, la responsabilité est partagée, tu vois, de recréer du lien. Et moi, je peux revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et reprendre directement des interactions intenses. Et j'attends de ça. En fait, j'attends une forme de simplicité. Il y a le terme, la simplicité d'interaction avec mes amis. Si jamais quelqu'un, ça me prend l'énergie de dire tiens, comment je peux pas, je dois pas avoir besoin. Forcer je dois pas avoir besoin de me dire lui, je peux pas lui dire ça parce qu'il va se vexer, il va se braquer, ou alors il faut que je lui fasse comprendre autre chose. Il faut que je filousse, il faut que je filoute un peu. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ah oui, voilà. S'il y a bien quelque chose dont j'ai besoin chez mes amis, c'est que j'ai pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, quoi. Ça, c'est vraiment. Si je dois faire un effort de personnage, un effort de figure, ça va pas du tout aller, quoi. Exactement, c'est ça. J'ai besoin de me sentir simple, de pas avoir besoin à filouter avec mes amis, quoi. Bon, très bien. On va s'arrêter là pour le questionnaire de Prout, pardon. On va quand même partir sur un petit jeu pour conclure cet épisode. C'est parti. Proprement, et puis on vous retrouve tout de suite. Jingle. Donc je voulais te proposer de jouer à... J'ai appelé ça comment ? J'étais mauvais sur le titre. J'ai appelé ça le Il était une fois. Bon, c'est pas très original. Ouais. Chronomètre en main. Chacun a X secondes pour raconter un bout d'histoire.
Ouais. On enchaîne donc et le tout fait une grande histoire. Ok. Donc un cadavre exquis. Ouais, voilà, on va appeler ça le cadavre exquis oral. Ouais. L'oral. Verbal. le verbal exquis. Excellent. Ok, alors, et on se met alors. On va. Ta proposition méthodologique. Je pense qu'il faut juste être créatif et tout n'est pas forcément drôle. Je me souviens j'ai fait un tout petit peu de théâtre. Un tout petit peu d'impro. Ah, d'impro. Et l'impro, c'est dur. Et le piège des gens qui font de l'impro, c'est de vouloir être drôle à tout prix. Et il ne faut pas, en fait. Il y a des moments qui sont bons pour être drôle. Il y a des gens qui savent être drôles tout le temps. Mais en tout cas, tu vois, c'est quand tu t'efforces d'être drôle à tout prix que tu peux être un peu pathétique dans ton impro, quoi. Parce que tu finis par tomber directement sur du... Alors, pipi, caca, c'est toujours drôle, hein. Le pipi et le caca. Mais blague à part... Voilà, il faut juste faire l'exercice et puis voilà, on part sur 2 minutes et combien ? 20 secondes ou 15 secondes ? Allez, 20 secondes. 20 secondes. Tu commences ? Oui. C'est parti. Il fait froid ce soir d'octobre, place des fêtes, quand Jérôme décide de prendre le métro, le dernier métro, pour rejoindre sa dulcinée, à quelques stations d'ici. Il s'aperçoit juste avant d'embarquer qu'il a qu'il a malheureusement oublié de mettre un slip. Il est donc cul nu depuis maintenant 10 minutes. Mais comment se fait-il que Jérôme ne l'ait pas remarqué plus tôt ? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que depuis hier, il est très perturbé par le fait que sa mère, qui l'a amené à Starbucks pour fêter son anniversaire, lui a offert un café latte matchate délicieux, qui hélas, lui a provoqué une colique des enfers. Et depuis, il se dit qu'il aurait dû avoir un stock de slips plus conséquent. Et c'est bien là le problème, car en ayant passé toute la soirée d'hier à salir l'intégralité de ses slips, il n'en avait plus un seul. Mais ce n'est pas grave. Donc, il décide de continuer quand même son chemin. Et il va dans le métro. Il s'assoit, il s'installe, et là, quelqu'un le hèle. « Hé, monsieur ! Cet homme, c'est un chanteur de rue qui le hèle en lui disant « Hé, toi, là, viens donc faire un duo, un freestyle, une battle avec moi, car oui, je te défie. » Et une fois ces mots prononcés, l'homme se met à esquisser une danse hip-hop et se lance dans un rap endiablé. J'ai oublié notre protagoniste, dont j'ai oublié le prénom. Jérôme est très impressionné par les talents de hip-hop de son adversaire. Et alors qu'il essaye de bafouiller quelque chose, le métro se crache. C'est dur, mais j'ai trouvé ça sympa. Alors, sachant qu'avant, tu me donnes des consignes de ça sert à rien d'essayer d'être drôle, j'essaye d'installer une ambiance plutôt dramatique d'automne, et toi tu pars sur un mec sans slip. En slip, plutôt. Non, sans slip. Sans slip. Je sais plus, faudrait réécouter. Ouais, on réessaye, non ? Ouais, j'en réessaye, ouais. Vas-y. Ignorer. Je veux bien que tu commences encore, c'est une bonne idée, et je vais essayer de me tenir à mes propres consignes cette fois. Allez. Mais même 20 secondes, c'est court, hein. Allez, c'est parti. Pardon, monsieur, où sont les tomates cerises ? Demanda Jérôme au vendeur Franprix de la rue de Rivoli, qui, étonné par cette question, on lui répond « Écoutez, c'est pas la saison ici, on ne vend que des fruits et légumes frais de saison. Il faut vous y faire, monsieur. On est dans le nouveau monde. » Jérôme est très surpris de cette réponse, puisque, de sa connaissance encore récente, pour lui, ce genre d'enseigne se fichait éperdument de l'impact qu'elle avait sur son environnement, et se basait uniquement sur le profit qu'elle pouvait réaliser. Bon. Cela ne décourage pas Jérôme, il dit « Certes, si vous ne voulez pas me vendre des tomates cerises en plein hiver, j'irai chez un de vos concurrents. » Eh bien, allez-y, monsieur, je ne vous retiens pas. À ces dires, le vendeur tend le bras droit en direction de la porte. Jérôme lève le menton pour partir tel un prince. Et là, il se prend les pieds dans le tapis, dérape et tombe la tête la première sur un groupe de hooligans qui passaient par là.
les hooligans sont très irrités par le coup de boule rotatif en plein front que vient de leur faire Jérôme. Et il dit, mais mon gars, t'es pas sérieux? Qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches la merde. À ces mots, Jérôme se redresse, secoue son manteau et dit, oui, je cherche la merde. Y a quoi? Et là, le plus musclé des hooligans retire son manteau de cuir pour se retrouver torse nu. À ce geste, les autres crient, vas-y gros lardon, nique-lui sa race. À cela, Jérôme, point impressionné par la chose, enlève son manteau et révèle un magnifique tatouage en forme de quiche Lorraine. Voyant ça, Gros Lardon se dit, mais tu es un frère, tu es un père. Et il dit, oui, partons boire une bière. Fin. Ok, mieux. C'est quand même débile. Nous ne souhaitons pas, à travers cette histoire, rendre Gros Lardon sympathique. Loin de là. Donc, il faut à travers une nouvelle histoire, on fasse mourir Jérôme dans l'atroce souffrance, maintenant qu'il est ami avec Gros Lardon. Non, c'était pas mal là. Ouais. C'était mieux là. Non, c'était bien là. Une dernière? Ouais. Alors. Vas-y, je veux bien commencer. Vas-y. Petit Abricot est triste ce matin, car Petit Abricot s'est réveillé, s'est regardé dans le miroir et a compris pourquoi ses copains de l'école lui disaient qu'il ressemblait à une paire de fesses. Maman Abricot voit que Petit Abricot est tout triste, alors elle le prend sur ses genoux et lui dit « Mais mon petit abricot, tu sais, c'est comme ça que nous sommes, nous les abricots. Nous ressemblons à des peu jolies petites paires de fesses. Mais maman, les paires de fesses, c'est bizarre quand même. » Non, mon fils. Peut-être que pour une poire ressembler à une paire de fesses, c'est bizarre. Mais les poires aussi, elles, ont une forme rigolote. Par exemple, à quoi te fait penser ton copain poire? Oh, il me fait penser à un gros zizi. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et est-ce que tu lui fais remarquer qu'il ressemble à un gros zizi? Oh bah non, je m'en étais jamais aperçu. Eh bien tu vois, ce n'est pas toujours utile de dire aux gens à quoi ils ressemblent. Et puis après tout, des fesses, c'est bien rigolo, et c'est bien utile. Oui, tu as raison, maman. Ayant été réconforté par sa maman, Petit Abricot, un peu plus ragaillardi, se dirigea vers son école. À ce moment-là, Bobby Pruneau, le petit fanfaron de la classe, s'amena vers Bobby Abricot et lui dit « Abricot, tu ressembles à une paire de fesses. » Calme-toi, espèce de couille lui dit Petit Abricot. La maman, qui avait encore la tête à travers le grillage de la cour de récréation, lui dit « Petit Abricot, je ne t'ai pas appris à répondre de la sorte. Sois gentil avec tes camarades. » Alors Petit Abricot regroupa tous ses copains autour de lui dans la cour de récréation et tint ce discours. « Vous savez, on peut ressembler à une paire de fesses, une couille fripée, ou même à un phallus en érection majestueux. Mais l'important, c'est qu'on soit tous des petits fruits et qu'on se regroupe ensemble dans la belle compote de l'amitié. Oh, tu as raison, Petit Abricot. Nous ne te moquerons plus jamais de toi. Bisous. » Et ben voilà. Si un éditeur nous écoute, enfin un éditeur ou une éditrice, et un illustrateur ou une illustratrice, n'hésite pas à rédiger les histoires de Petit Abricot. Et bah finalement, tu vois, j'étais sûr qu'avec une histoire pour enfants, un truc très simple, on arriverait à un début, un milieu, une fin. C'était quand même pas mal. C'est la fin de cet épisode d'Entre Potes. On embrasse les auditeurs, auditrices, on les invite à prendre soin d'elles et d'eux et à nous retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. On vous dit à très vite. Ouais, portez-vous bien. Gros bisous.